Bien, le bonjour à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très heureuse de vous retrouver comme chaque matinée avec vous, bien sûr, pour vous servir jusqu'à 9h30, les jours de semaine, bien sûr. Dans Bonjour d'Algérie, avec toute l'équipe qui est là pour, en tout cas, vous faire passer un très bon moment jusqu'à 9h30. Nous aurons le plaisir de retrouver dans un petit moment également Aïda Mechri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle traitera d'un sujet qui touche les enfants, les adolescents, la timidité, surtout chez les adolescents. Et bien sûr, comment faire face à cette timidité dans les liens sociaux, construire les liens avec, bien sûr, des enfants timides. C'est le thème qu'elle aura choisi pour nous. Dans un petit moment, on va la retrouver. Et puis, nous parlerons aussi de la journée mondiale de l'eau et c'est célébré partout dans le monde, à travers le monde. Hier, nous célébrons la journée mondiale des forêts. Eh bien, que serions-nous sans eau, cette denrée si rare et précieuse qui est à l'origine de l'humanité aussi, surtout pour la préservation et surtout pour assurer une sécurité alimentaire et bien d'autres choses. Nous en parlerons avec notre invité qui est donc un représentant donc de CEAL qui viendra nous parler de cette journée et de tous les projets qui ont été réalisés par le ministère des Ressources en eau particulièrement. Nous aurons également à revenir sur la journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. Notre journaliste Nour Houda s'est déplacé dans un cabinet médical et surtout pour parler de cette hygiène bucco-dentaire au niveau scolaire. Surtout, on en parle beaucoup quand il s'agit donc de prévenir les caries et surtout les problèmes liés à l'orthodontie chez les enfants. Nous en parlerons avec notre dentiste, médecin dentiste, qui sera sur notre plateau pour répondre à nos questions. Et puis, nous resterons aussi dans les animations scolaires et surtout parascolaires. C'est les vacances, il faut profiter de toutes ces activités. Il y en a beaucoup, elles sont nombreuses à travers les différents musées, les salles de spectacle, beaucoup d'activités qui attendent les enfants durant cette semaine et la semaine qui arrive. Eh bien, un conteur sera parmi nous, un animateur aussi sera parmi nous pour nous parler de leur spectacle et surtout l'animation qu'ils ont donnée au niveau du musée Bardo. Bien sûr, Leïla Benaïcha y était. On aura l'occasion de suivre avec elle ce reportage et ils seront là pour nous donner aussi quelques grandes lignes. Nous terminerons l'émission avec aussi un hommage qui sera rendu à un grand artiste algérien qui nous a quittés malheureusement trop tôt, un artiste musicien. Il s'agit de Rafiq Cherih qui est décédé en 2011. Donc ses amis et les personnes qui lui sont chères ont décidé de lui rendre hommage au Palais de la Culture. Ça sera donc aujourd'hui à partir de 19h au Palais de la Culture. Voilà, nous aurons également le plaisir d'aller retrouver Amir Nebej pour le festival, la 3e édition du festival du film méditerranéen de Annaba. Il sera là pour nous donner aussi des rendez-vous et surtout les films qui seront en compétition à l'occasion de ce festival. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment et aimer notre émission jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Rabet pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, elle est en forme et elle nous avait dit qu'il allait faire beau. Enfin non, c'est pas vrai, je rigole. Bonjour Mina, comment ça va? Ça va. Je déforme pas vos propos. Et alors hier c'était le printemps, on s'attendait à avoir une journée, c'était rigolo parce qu'à travers les réseaux sociaux, tout le monde disait et pour ce premier jour de printemps, il fait froid, il pleut et les températures ont vraiment chuté. Exactement. Et vraiment, ce matin, on l'a ressenti. On l'a ressenti. Oui, 3 degrés cette nuit. Incroyable. Et il paraît que dans l'intérieur du pays, les hauts plateaux, il neige aussi. Il neige, beaucoup de neige, oui. Pour un printemps, ça commence froidement. Ça commence froidement. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, ce sera un petit peu comme hier, ciel plutôt couvert sur l'ensemble des régions nord, des pluies, parfois sous forme d'averses, de la grêle également sur les côtes du centre et de l'est. On notera des vents de nord-ouest de 40 à 50 km/h, parfois jusqu'à 60 km/h. Sur les régions intérieures, on notera de la neige sur l'intérieur, centre et les Aurès dépassant les 900 mètres d'altitude. Et puis sur la partie sud, le ciel restera peu nuageux avec quelques pluies, notamment sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Et puis on notera un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien effectivement, elles seront en baisse avec sur la moitié nord, entre un minimum de 6 degrés à Batna, 7 degrés à El Bayat Naama, 8 à Tiaret, 10 degrés à Tizi Ouzou, ainsi qu'à Constantine, Guelma, 12 degrés à Alger, 13 degrés
degrés à Oran Tlemcen, 16 degrés. À Gardaya, 18 à Béchar, ainsi qu'à Tindo, 23 degrés. À Adrar, à Ain Salah, et enfin 37 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel restera plutôt couvert à Paris, Bordeaux, Londres, Berne, Rome, Prague, voilé. À Budapest, dégagé. À Marseille, Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on notera 16 degrés à Lisbonne, 12 à Madrid, 11 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Londres, 8 à Paris, 4 degrés à Berlin, 5 à Prague, 4 à Varsovie, Budapest, moins 1 à Bucarest et enfin 17 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Notre premier invité ce matin, et comme je l'ai annoncé en sommaire, nous allons fêter et célébrer la journée mondiale de l'eau et de l'assainissement. Avec nous, notre invité, Mohamed Reda Boudeb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes directeur de l'exploitation assainissement au niveau de CEAL. Oui. Voilà, un organisme aujourd'hui qui a fait ses preuves depuis quelques années, qui a donc réglé pas mal de problématiques autour de l'eau et surtout de gaspillage de l'eau. Et comment aujourd'hui régler intelligemment et surtout distribuer intelligemment l'eau potable au niveau des ménages. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Nous célébrons aujourd'hui, le 22 mars, la journée mondiale de l'eau, sur le thème « La réponse est dans la nature ». Ma fonction, j'occupe le poste de directeur d'exploitation assainissement et je me permets aujourd'hui de vous parler un peu des activités de l'assainissement qui portent justement à la protection de l'environnement. CEAL dispose aujourd'hui sur le périmètre d'Alger-Tipaza de 6 ouvrages, 6 stations d'opération. Je commencerai par l'usine de Baraki, la plus importante et la plus grosse station en Algérie. Elle traite environ 3 millions d'équivalents habitants. Et nous avons à l'est aussi la station d'épuration de Ligaya, 400 000 équivalents habitants. Nous avons aussi la station d'épuration de Ain Benyen, qu'on appelle Bnimsous. Et en fait, aujourd'hui, justement, il y a des portes ouvertes à la station de Bnimsous. Elle traite 500 000 équivalents habitants. Et nous avons tout le périmètre aussi de Tipaza. Nous avons 3 stations d'épuration, celles de Koléa, Chenois et Hadjoud. Et ça représente 200 000 équivalents habitants. Très bien. Donc globalement, sur Alger-Tipaza, aujourd'hui, on traite l'équivalent de 3 millions d'équivalents habitants. Voilà. C'est énorme. Alors, beaucoup d'efforts ont été donc consentis par les travailleurs donc, de CEAL et surtout le ministère de l'aménagement et surtout de l'assainissement et donc de l'eau. Comment vous l'appelez déjà, le ministère des ressources en eau. Des ressources en eau, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les ressources en eau, beaucoup donc, de projets ont été développés depuis 2000. Beaucoup donc, de projets de transfert d'eau, énormes projets qui ont été réalisés et surtout pour assurer l'eau potable au niveau des ménages et surtout pour la population. Cette denrée rare aujourd'hui qui devient une denrée aussi à protéger absolument, qui, je ne sais pas, on dit que ça va se raréfier, l'eau deviendra une denrée très rare. Alors quand il pleut, on est très content parce qu'on se dit heureusement qu'il y a eu donc, la réalisation de nombreux barrages aussi au niveau national, des barrages d'eau qui récoltent l'eau, qui sera ensuite répartie et redistribuée. Je vous remercie. Donc il y a tout un programme concernant l'eau potable, c'est vrai comme vous dites. Donc il y a toute la sécurisation de la wilaya d'Alger, en commençant par l'interconnexion des barrages, avec Taksept et le barrage de Bni Amran, en passant par Kaddara et à l'ouest Bouroumi et Boukedden. Nous avons aussi le dessalement avec la station d'El Hamma, qui assure aujourd'hui 200 000 mètres cubes jour, soit un total avec les eaux de surface et les eaux souterraines de 1 200 000 mètres cubes jour, quand même sur Alger. Pour l'assainissement, j'ai 2 chiffres. En 2006, on traitait à peine 6% des effluents domestiques de la wilaya d'Alger. Aujourd'hui, on traite environ 70%. Quand même, c'est un effort considérable. La preuve, vous voyez le projet de Wad al-Harash. Donc, on arrive à éliminer les rejets donc, au niveau des milieux naturels, surtout le Wad al-Harash aujourd'hui. Nous avons les plages, le des plages.
on était à 39 plages ouvertes à la baignade en 2006. Aujourd'hui, on a envoyé des 70 plages. Voilà. Sur Alors, Alger. il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, justement. Les usines qui étaient donc à proximité des plages, qui déversaient carrément leur eau usée dans la mer et qui a eu, ça a causé aussi des désagréments au niveau donc chez les baigneurs, carrément. Oui. Je vous rappelle juste que les stations d'épuration, c'est des stations d'épuration urbaines. Ils traitent les rejets domestiques. Malheureusement, comme vous dites, il y a les rejets industriels. Il y a tout un programme lancé par le ministère des Ressources en eau en collaboration avec les DRO d'Alger et Tipaza. Nous avons fait des enquêtes, nous avons fait des prélèvements et des analyses. Aujourd'hui, on peut les raccorder au niveau des stations d'épuration, mais à moyen terme, il faut qu'ils installent un pré-traitement. Il faut que les rejets aujourd'hui des usines soient assimilables à des rejets domestiques. Voilà, sinon, on ne pourra jamais les traiter carrément de l'usine vers la station d'épuration. Beaucoup de réussites ont été consenties aussi ces dernières années. Heureusement, nous avons de l'eau courante et de l'eau potable chez chaque ménage, avec cette station de dessalement qui a fait aussi, qui a assoupli surtout la distribution de l'eau. Il y a donc des ingénieurs au niveau donc, de CEAL, des techniciens qui travaillent sur comment la distribuer économiquement surtout et sans perte surtout, c'est important. Donc la distribution de l'eau se fait intelligemment. On a eu des techniciens qui étaient venus nous parler de cette nouvelle technicité qui a donc été apportée au niveau de CEAL. Oui. Donc nous avons des objectifs tracés déjà depuis 2006. Je parle du programme des eaux non facturées. C'est tout un programme mis en place par CEAL et les ingénieurs de CEAL. À l'assainissement aussi, nous avons un programme donc, pour la préservation du milieu naturel. Nous avons un outil qui s'appelle le DIAGRAP, c'est le diagnostic rapide. Donc ça commence par avoir un état structurel des réseaux. Nous avons des outils comme des caméras d'inspection des collecteurs. Et à partir de cette inspection, on commence à préparer tout un programme d'investissement. Soit pour éliminer carrément les rejets en milieu naturel, soit encore pour réhabiliter des réseaux. Aujourd'hui, on dispose quand même d'un patrimoine de réseau qui avoisine les 4800 km et dans plus de 180 km de réseaux visitables. C'est quand même très important. Il y a un programme très ambitieux pour réhabiliter les réseaux visitables. Donc, les réseaux visitables, nous avons le Mkessel, nous avons le collecteur intercommunal qui a été réhabilité donc, dans sa plus grande partie avec le nouveau intercommunal qui est fonctionnel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a plus des inondations sur le centre-ville d'Alger, côté Hassiba Ben Bouali et l'Aïlan. Et nous avons aussi un programme de réhabilitation aussi au niveau des stations d'épuration. Aujourd'hui, les stations d'épuration il y a un programme d'extension énorme. Donc on est en train de dédoubler les capacités. Regaya, Benimissous aujourd'hui et Baraki. Et ça sera aussi un programme aussi ambitieux à Tipaza. Donc nous envisageons avec le schéma directeur qui vient de valider cette semaine justement avec le Wali Tipaza, avec les autorités locales, de réaliser 11 stations d'épuration en plus dans le périmètre Tipaza et aussi d'utiliser des techniques nouvelles aussi pour aller aussi vers des douars, des petits périmètres de 2000 à 5000 habitants pour faire des petits systèmes naturels, je dirais naturels, des lits plantés de roseaux par exemple, des lagunes, pour récupérer cette eau et faire de l'irrigation avec après. Voilà, l'irrigation, c'est ce que fait donc certaines entreprises, comme par exemple l'Office, l'ONID par exemple, qui fait de la récupération de l'eau, donc qui est assez potable pour pouvoir être transformée et redistribuée vers les terres agricoles. Justement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réutiliser ces eaux. Nous avons aussi la production, lorsqu'on fait l'épuration des eaux, la production des boues. Aujourd'hui, à Alger Tipaza, on produit 200 tonnes jour de boue qu'on peut valoriser pour l'agriculture. Faire de l'épandage, faire du compost. Le compost, on a fait une journée technique en début d'année, au mois de janvier. Nous avons eu des experts algériens et étrangers et on a parlé aussi de cette solution. Il y avait parmi nous des investisseurs. Aujourd'hui, les boues, on peut les valoriser avec des déchets verts.
avec un mélange. D'accord. Et on va obtenir un compost hygiénique qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, je sais qu'il y a un certain pourcentage pour pouvoir réutiliser donc, cette eau qui pourrait être bonne pour l'agriculture et pas nocive, surtout pour, bien sûr, l'alimentation. Hein. Ça devient donc une eau qui va donc nourrir des plantations et cette plantation va être, donc ces fruits vont être consommés par la population. Alors, il est bon à dire aussi que les efforts que vous faites au niveau donc, de l'économie d'eau et surtout éviter le gaspillage, malheureusement, quand on voit quelquefois des conduites cassées et l'eau couler comme ça, il y a donc un service qui est rapide chez CEAL, un numéro vert aussi qu'on peut appeler quand on voit et on constate cette dégradation. Nous avons mobilisé tous les moyens de l'entreprise. Donc en commençant par l'eau potable, qu'ils ont des équipes en H24 pour assurer le service auprès du client. Nous intervenons sur les fuites, donc on répare, en commençant par les grosses fuites, comme vous dites, et en allant jusqu'à des petites fuites. On répare quelque chose comme 24 000 fuites par an. En assainissement, pareil, donc on intervient pour les débordements, pour aller déboucher. Donc on dispose d'une flotte d'hydrocureuses, environ de 50 camions. On est disponible en H24. Et même comme aujourd'hui, lorsqu'il pleut, donc on est en dispositif. Lorsqu'il y a un bulletin météo spécial, on est en alerte justement quand avec les services de wilaya comme pleins. Asrout et la DRE, pour mobiliser les moyens et faire face s'il y a des problèmes d'inondation sur Alger et Tipaza. Exactement. Beaucoup donc, de choses à faire et régler surtout pour que la population n'ait pas de désagréments au quotidien. Alors, cette économie d'eau, est-ce que vous avez aussi pensé à réfléchir autour d'une autre problématique et surtout combattre le gaspillage de l'eau et travailler sur l'économie d'eau, en fait, en circuit fermé peut-être, récupération des eaux usées, récupération d'eau de pluie, par exemple, et le faire circuler au niveau donc, des ménages? Bien sûr. L'ambition aujourd'hui, c'est de réutiliser les eaux usées, justement. Donc, on traite, par exemple, chez Supram Baraki, 150 000 m3 jour. Donc, en plus de la consommation quotidienne aujourd'hui à Alger qui dépasse 1 million de m3 jour, et on a un potentiel d'ici 2025 d'avoir 600 000 m3 jour. Donc, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on peut réutiliser cette eau, par exemple, pour la période d'étiage vers Oued El Harrach, qui sera épurée donc, à 100%. À 100%, oui. Et on aura une eau potable et claire. Donc, et ça sera une zone partie navigable. Voilà. Et pour l'eau potable, l'ambition, justement, c'est diminuer un peu la production d'eau et faire de l'économie. Donc, auprès des clients, il y a tout un programme de communication envers les clients de CEAL, que ce soit Alger et Tipaza. Et le grand combat, bien sûr, c'est faire du renouvellement de réseau, faire des réparations au quotidien pour préserver cette ressource qui est rare aujourd'hui. Bon, est-ce que concrètement, il y a eu donc des tentatives témoins, par exemple, dans certains logements pour essayer de faire de la récupération d'eau de pluie, par exemple? Non, pas encore sur Alger. C'est peut-être un projet? Mais pour l'assainissement, si. On pense aujourd'hui, il y a des camions d'Idivat qui viennent prendre l'eau de Bnimsous, de Baraki, de Ligaya, justement pour irriguer les espaces verts. Voilà, par exemple. Voilà. C'est un exemple, en tout cas, de réutilisation donc, de l'eau qui a été donc, traitée, assainie et surtout pour des usages un peu plus courants, pour l'irrigation. En tout cas, beaucoup de projets ont été menés depuis 2000, bien sûr. Et aujourd'hui, on voit les fruits donc, de ce travail, toutes vos équipes au sein donc, de CEAL et bien sûr du ministère des Ressources en eau. Alors, des projets, surtout peut-être le programme d'aujourd'hui, puisque à Bidjaya, il va y avoir tout un programme. Le programme aujourd'hui, ça sera Bidjaya. C'est la ville qui va accueillir justement les festivités de la Journée mondiale de l'eau. Et pour Alger Tipaza, il y a tout un programme donc, concocté par CEAL. Donc, je commence par la station de Bnimsous. Donc, il y a un programme pour présenter un peu la stratégie donc, du ministère et de la direction des ressources en eau concernant justement la préservation du milieu naturel. Avec tous les schémas directeurs maintenant qui est réalisé, je dirais, à 80%. Il reste juste à réaliser la mise en service de la nouvelle station de Zeralda. Il y aura 2 nouvelles stations à Mahalma et bien sûr l'extension de la steppe de Ligaya pour préserver les plages de la partie de Hintaya et le lac surtout de Ligaya. Il y aura
une présentation et une exposition sur le travail que fait CEAL en assainissement, donc avec les équipes de CEAL, sur l'entretien des réseaux, sur l'exploitation des stations d'épuration. Nous avons aussi une démarche pour éliminer les rejets industriels. Et c'est en collaboration avec la wilaya, les commissions, donc avec la direction de l'environnement, la direction des ressources en eau, qui a tout un programme justement pour réaliser des réseaux et collecter ces eaux usées vers les stations d'épuration. Nous avons aussi l'élimination des déchets par la valorisation des boues dans l'agriculture. Voilà. C'est très important, c'est un sujet. Ce que vous avez expliqué, voilà. C'est assez récent comme technicité au sein de CEAL. Et nous avons aussi mis en place, en partenariat bien sûr avec la DRE, tout un programme pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement, parce qu'on a des systèmes encore anciens qu'on doit rénover rapidement et faire face à des défis. On a eu un exemple comme ça sur l'autoroute, un effondrement d'une conduite qui a été donc malheureuse, qui a créé donc un énorme trou sur l'autoroute. Alors encore une fois, pour assainir un petit peu ces conduites anciennes qui sont vieillissantes. Hein. C'est très important. Je parle aussi de la basse Casbah, donc il y a tout un programme lancé par la DRE qu'on suit avec eux, justement pour refaire tous ces collecteurs. Inch'Allah. En tout cas, oui, allez-y. Sur Tipaza aussi, il y a un programme très riche. On a déjà commencé avec la direction des forêts hier, c'était leur journée, aujourd'hui c'est le secteur de l'eau. Donc c'est au niveau du barrage de Boukardan. Très beau barrage. Très beau barrage. Donc il y aura la direction des ressources en eau, la direction des services agricoles, pêche et ressources, halieutique, la chambre de l'agriculture, la conservation des forêts. Il y aura aussi l'équipe de la bibliothèque de Tipaza qui vont animer avec nous justement avec des classes pédagogiques donc sur l'économie de l'eau, sur la nature justement, des classes pédagogiques. Et sur Tipaza aussi, il y aura justement un effort considérable avec les partenaires, donc c'est pour aller vers les agriculteurs et faire des journées de sensibilisation sur la réutilisation des cibous vers l'agriculture. Voilà, par exemple. Ça sera, parce que c'est une wilaya à vocation agricole, et ça sera vraiment très enrichissant pour le secteur de ressources en eau et de l'agriculture aussi. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous pour cette journée. Et puis merci beaucoup d'être venu nous en parler en détail concernant les différents projets et surtout les efforts que vous avez réalisés ces dernières années. Bon courage à vous. Merci. Et puis bonne fête, parce que c'est la journée nationale et internationale plutôt, donc de l'eau. Et j'espère que les gens sont conscients surtout de cette économie d'eau, qu'il faut absolument préserver cette denrée. Merci. Merci. Je rappelle Monsieur Mohamed Rida Aboudeb, vous êtes directeur de l'exploitation assainissement au niveau de CEAL. Bonne journée à vous. Merci à vous. Alors, on va tout de suite retrouver un reportage. Lilia Ben Nasser s'est rendue au Palais de la Culture à l'occasion donc de cette belle exposition dédiée bien sûr au Saint-Coran. Il y a eu donc de la calligraphie et surtout plusieurs expositions et explications surtout. Regardez, on se retrouve juste après. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria qu'une exposition consacrée à l'édition du Saint-Coran se tient actuellement. Organisée par le ministère des Affaires religieuses et du Waqf, la manifestation coïncide avec les vacances de printemps, une aubaine pour les enfants. طريقة صنع المصحف وكيف كانوا يكتبونه. راونا طريقة صنع المصاحف كيفاش كان يديروهم في الطبيعة وكيفاش كانوا يخرجوهم والكتابة تاعها. جئت إلى هنا لكي أرى كيف يصنعون المصاحف وكتابة المصاحف وصنع المصاحف. قد أخبرونا كيف يصنع وكان يصنع بالقديم بالجلود بالجلد الحيوان فكان يصطادون الحيوان ثم بعد استزاده يقومون ب كما احنا نقولوا نحو الجلد. هذه نحو الجلد نبداو هذاك المصحف نغلفوه به بالجلد ثم يصبح لنا مصحفا. جينا هنا المركز الثقافي باش نشوفوا كيش كانوا يديروا في القرآن، كيش كانوا يخدموا، كيش كانوا منين من الجلد تاع الحيوان كيش كان يتكتب واش كانوا يكتبوا ليها، وكانوا يجوا بزاف عباد زعما يعلمونا وكانوا يفهمونا كيش كانوا يقولوا لنا كيش نطبعوا القرآن وقايتين. عجبتني الزخرفة اللي في القرآن
كيفاش يحطوها في الغلاف تاعو. واحد السيدة علمتنا كيفاش وشنو هو قيمة القرآن. Mus'haf, c'est le Saint-Coran, c'est le livre du Saint-Coran qui a une histoire en Algérie depuis l'avènement d'islam en Algérie. Donc les Algériens se sont transmis les Mus'haf l'un après l'autre. Au début, c'était les copistes, donc ils s'attelaient à l'écriture, la transcription du Mus'haf, avec leurs règles, leur façon de faire, le papier, l'encre, les plumes. Donc c'est une technique, c'est des calligraphes en général. Ils sont transmis. Puis fin du 19e, début du 20e siècle, on a commencé l'imprimerie en Algérie. Avec le début de l'imprimerie, il y a eu les premiers Mus'haf. Le premier, c'était le Mus'haf de Cheikh Mohamed El-Mensali, qui a été édité en Algérie, puis le Mus'haf de Omar Rassem, et tous les Mus'haf qui ont été édités par les Rodossi, le Matba'a Ta'alibiya à Alger. Et bien après l'indépendance, il y a eu quand même aussi des privés qui ont participé à l'impression du Mus'haf. Le Mus'haf, c'est une responsabilité. On parle souvent du référent religieux algérien. Le Mus'haf, c'est le centre de gravité du référent religieux algérien. Parce que c'est là, c'est la dernière forteresse, c'est le dernier enclos qu'il faut préserver. On a aussi eu le bonheur et la joie de recevoir 2 calligraphes qui se sont attelés pendant la semaine à initier les jeunes, les petits, à la calligraphie arabe. Donc ils leur ont montré comment écrire, comment prendre le papier, etc. Et voilà, donc c'est le topo de cette exposition. Et ça peut prendre 2, 3, même 4 ans, voire 4 ans pour terminer un Mus'haf. Donc c'est un travail très ardu, c'est un travail qui nécessite beaucoup de concentration. Et puis une fois le travail terminé, il y a des commissions de lecture, il y a des spécialistes, parce que dans l'écriture du Coran, il y a plusieurs. Il y a la lecture du Coran, Warsh ou Hafs, chez nous c'est Warsh qu'on doit respecter. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle Ilm al-Rasm, c'est l'écriture. L'écriture parce qu'il y a des codes, il y a des abréviations, il y a la vocalisation, la position du mouvement, de la haraka, là où il faut la mettre. Tout ça doit être respecté. Donc, si la commission voit que le copiste, que le calligraphe n'a pas respecté une règle, ils peuvent carrément lui refuser le Mus'haf ou lui demander de corriger. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très, très au sérieux. Une exposition qui met la lumière sur les différentes étapes de l'édition du Saint-Coran. Elle comporte également des photographies et des copies de diverses éditions réalisées en Algérie, selon le style calligraphique maghrébin. Voilà, c'était donc une très belle exposition qui malheureusement prendra fin aujourd'hui. Donc allez-y encore une fois pour ce dernier jour, profitez de cette exposition et surtout de ces explications parce que vous l'avez vu à l'antenne. Monsieur Grigarsen qu'on a l'habitude de recevoir dans Bonjour d'Algérie est donc un chercheur qui est toujours là pour répondre à nos questions. On aura, j'espère, l'occasion de le recevoir pour plus de détails. Bien, on reçoit avec grand plaisir Aïda Mchri comme chaque jeudi matin pour sa rubrique psychologie. Je l'ai annoncé, elle est là, elle est en forme. Bonjour Aïda. Comment ça va? Ça va très bien. C'est les vacances. C'est les vacances. Pour les enfants. Tout à fait. Alors, on va parler bien sûr des enfants, on va parler de leurs préoccupations, de leur inquiétude, de leur souffrance aussi. Tout à fait. Mais il me semble que si on parle de vacances, repos, liens, amis, voyages, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce privilège. Il y en a beaucoup qui souffrent énormément dans la construction de liens. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Mais c'est un tout petit peu aujourd'hui, on va parler d'une catégorie d'enfants là où il y a rupture de lien. C'est ça. On a l'habitude de parler, bien sûr, quand c'est les vacances, de parler beaucoup plus des sorties, de l'épanouissement de l'enfant. Tout à fait. Mais on a tendance aussi à négliger ceux qui sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes, qui ont peur d'aller vers l'autre et qui, socialement, souffrent un petit peu. Souffrent énormément, font souffrir leurs parents, vivent très mal cette partie de développement en eux-mêmes. Ils n'explorent pas leurs compétences, ils ne savent pas comment vraiment tisser le lien. Il n'y a pas que ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, peut-être que c'est comme une introduction à une grande partie de rupture de lien. Et j'en profite à l'occasion pour saluer la doyenne des juges qui travaillent énormément sur la réparation des liens, qui est Madame Sakhari Mbarka, que je salue et je la félicite pour son travail et qui est là dans la recherche, comment vraiment soutenir, prévenir un tout petit peu tous ces
rupture des liens qui peuvent donner des enfants délinquants demain et des enfants qui peuvent passer à l'acte juste pour exister ou juste parce qu'ils souffrent énormément, ils ne savent pas comment vraiment s'affirmer d'une autre reconstruire. façon. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, l'organe national, alors peut-être Madame la déléguée, qui instaure un programme très riche pour sensibiliser les professionnels qui sont directement liés avec les enfants en difficulté. Voilà. Moi, il me semble que c'est quelque chose de primordial, mais aujourd'hui, on va juste voir la nature. Quand c'est pas le contexte, quand c'est pas l'école, c'est pas la société, quand c'est vraiment une nature de soi-même, comment vraiment essayer de rétablir le petit lien comme ça entre l'enfant avec lui-même, avec ses parents, dans sa famille. C'est étonnant parce que ça commence très tôt, n'est-ce pas, Aïda? Oui. On remarque ça chez un enfant quand il va rarement vers l'autre, quand il ne discute pas alors que ses camarades s'épanouissent et s'amusent. Lui est dans son coin, par exemple. Moi, je dirais, avant de répondre à ça, je dirais on a toujours pris le soin de chercher le bout de fil comme ça pour vraiment traiter les thématiques dans le fond. Ça commence vraiment très tôt et voilà qu'aujourd'hui, on va dire... Est-ce que c'est héréditaire comme ça? C'est une nature de l'enfant? Est-ce que c'est une pression? C'est là où les parents sont vraiment à cheval pour pouvoir donner une bonne éducation. Ils sont là à mettre une pression. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu n'arrives pas vraiment à suivre les étapes? Et comment tu sais... Est-ce que c'est une manière de mimer des parents timides? Il y a des enfants qui sont dans un cadre familial là où il y a un papa ou une maman très timide comme ça. L'enfant s'imprime de ça, il est dans le mime de ses comportements, il est seul, il peut vraiment construire énormément de choses. Mais voilà, face à un public, face à une personne, face à une situation particulière, il ne peut pas porter la voix, il ne peut pas lever les yeux, donc il a toujours les yeux que ça soit garçon ou fille. Tout à fait, tout à fait, les deux. Et est-ce que par exemple, tous ces causes peuvent être des facteurs directement liés aux mêmes symptômes, on va dire, aux mêmes réactions et à la même nature Est-ce que c'est dû aussi à l'enfant unique, quelquefois? Est-ce que c'est malgré tout, malgré une fratrie, il y a donc ce reclus et cet enfermement? Moi, je dirais, si j'ajoute quelque chose de plus, je dirais fratrie, seul, unique. Ici, on parlait d'expérience, mauvaise expérience. Par exemple, un événement très traumatique ou une correction très dure comme ça, ou un moment très difficile, qu'il soit unique avec cadre ou fratrie avec pression plus, ou ça peut donner un enfant qui a un peu peur de s'affirmer, un peu peur de vraiment s'afficher, de dire que c'est moi, de prendre une décision. Ça donne une timidité comme ça dans la voix, ça donne une manière de se protéger parce que c'est un événement derrière. Pas forcément des parents, pas forcément une pression, pas forcément une nature héréditaire comme ça ou quelque chose comme ça qui peut donner ça. Donc voilà, il y a un cocktail de plusieurs facteurs qui peuvent nous donner un tout petit peu ce fonctionnement chez l'enfant. Un enfant qui s'isole, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais directement oui. Il s'isole, mais attention, il peut s'isoler, mais retrouver dans le virtuel des amis avec qui il peut parler, c'est très dangereux. Parce que le réel, le palpable, c'est l'ici, maintenant. Comment moi, je peux te parler dans tes yeux? Comment je pourrais m'affirmer comme ça? Me présenter avec mon identité? C'est comment je pourrais vraiment affronter ses parents et leur dire, je ne suis pas très d'accord. Il y a des enfants qui n'ont pas cette capacité de le dire, ce doute quand même qui habite la personnalité de l'enfant. On s'arrête, on s'inquiète, on se demande pourquoi, on essaye de rassurer et puis de chercher rapidement les formules pour pouvoir lui permettre de nouer les liens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la thématique. C'est au niveau de l'école que ça commence aussi. Quelquefois, au sein donc, de l'école, il y a donc des enfants qui vont rejeter un autre enfant et qui vont le laisser seul, par exemple, dans la cour de l'école, qui rigolent un petit peu. Voilà. Et ça crée un malaise chez l'enfant. Les enfants sont durs entre eux. Il y a quelque chose, ils sont très, très violents entre eux. Il y a quelque chose que je pourrais dire, la dynamique de groupe, c'est pas évident. C'est pas évident de réussir réellement pour décrocher une place. Il y aura toujours un meneur. Il y aura un leader toujours qui va vraiment mener les choses. Il y aura toujours une victime ou quelqu'un qui va subir la pression d'un groupe.
apprendre à un enfant, détecter tout ça, détecter quand même les défaillances d'un enfant qui n'est pas très sûr de lui, qui ne peut pas vraiment s'affirmer et qui n'a pas la force de se défendre, moi je crois que c'est la responsabilité de nous tous. Il faut vraiment faire très attention. Ça, c'est des projets d'hommes et de femmes de demain, là où il faut vraiment réparer, corriger, et ça commence déjà d'emblée de ces petites expériences. Il faut que les parents travaillent sur ça avec les enfants. Il faut qu'ils expliquent c'est très important d'avoir des camarades, de s'amuser avec les camarades, ne pas rejeter un camarade qui est peut-être différent, je ne sais pas, qui n'arrive pas à s'adapter, qui est nouveau, un nouvel arrivé peut-être dans la classe, et que les enseignants aussi jouent le rôle d'observateur et surtout qu'ils soient là, présents. Moi, il me semble qu'il faut voir de très près. Souvent, on ne s'inquiète pas trop, surtout dans notre éducation. On dit il est plutôt calme, il est bien, il dérange personne, bien éduqué, il tout est ça. Trop effacé. Ben voilà. Il me semble que c'est ça, sensibiliser un peu les gens qui entourent l'enfant vers cette manière de s'affirmer. C'est important de dire que je suis là. Mais moi, j'ai juste envie de dire que dans cette réparation, dans cette manière d'inviter l'enfant à tisser le lien et à donner sa main et à construire, il ne faut pas le forcer. Il y a quelque chose là où les mamans, parce qu'elles s'inquiètent, parce que son fils est souvent seul, parce que c'est l'enfant unique, on a comme envie de le jeter comme ça dans une crèche pour qu'il puisse vraiment connaître les enfants. On a comme ça envie de le balancer dans une activité juste pour qu'il puisse retrouver des enfants, l'inscrire dans des ateliers juste pour qu'il puisse retrouver des enfants, tisser les liens. C'est un peu... Il y a plein d'ateliers aujourd'hui, très diversifiés, qui donnent l'occasion à ces jeunes, peut-être un peu plus timides, de s'extérioriser, d'exprimer en fait leurs sentiments. Moi, je dirais ne pas le forcer à construire ses liens. L'inviter à voir quelque chose là où il peut aimer ou ne pas aimer. Il peut choisir une activité. Mais après, c'est faire une invitation douce. C'est comme ramener un enfant avec sa maman d'une manière indirecte pour qu'il puisse vraiment partager un moment. C'est comme si ne pas trop le mettre devant de la scène, mais c'est vraiment construire dans les coulisses quelque chose qui peut venir à long terme. Ça se fait dans la patience et beaucoup d'amour. Il faut présenter à un enfant en difficulté, en rupture de lien, beaucoup d'amour pour lui-même. S'il ne réussit pas, ça c'est pas catastrophique, ça c'est un travail, c'est un apprentissage de la vie. Mais dire et forcer les enfants, si tu le fais pas, je t'aime pas, si tu ne le réussis pas, je n'accepte pas ça, mettre des étiquettes rapidement, tu ne réussis rien, tu ne sais pas faire, ces étiquettes, ce jugement, cette manière de placer, même si on le fait, souvent les parents le disent, je le fais avec bon cœur, c'est pour le pousser à ce qu'il puisse vraiment se projeter comme ça, il s'inscrire dans ces liens. Mais forcer les choses comme ça peut donner un effet négatif, comme le châtiment. On ne peut pas châtier un enfant parce qu'il n'a pas réussi, parce que ça ne peut être que négatif. Tout à fait. Si tu n'arrives pas je vais te punir, je vais... Ça ne peut pas donner des résultats positifs. Il faut vraiment construire avec amour. On l'aime comme il est, on est là, patient à l'accepter tel qu'il est, dans son doute, dans sa difficulté. Et l'accompagner. Et puis cet amour va lui permettre juste de comprendre que il y a encore une petite timidité. Il y a encore, donc ça peut partir et ça va partir. Et le sport, c'est très, très important aussi pour briser cette timidité. On a vu beaucoup d'athlètes. J'avais entendu un témoignage d'une athlète qui disait « J'étais très timide étant jeune. Le sport m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi et d'avoir plus d'amis et d'être entourée et d'être plus moi-même. » Tout à fait. Donc pourquoi pas projeter ses enfants et leur faire donc des activités sportives si ça donne des résultats. Sportifs, artistiques, des fois un animal de compagnie aussi, peut renforcer les liens, il peut momentanément être l'intermédiaire comme ça pour construire les liens, le rassurer et puis permettre à ses enfants juste de choisir. Qu'est-ce que tu préfères manger à midi 30, à 1h? C'est une petite décision de rien du tout, comme ça, mais il pourra dire
moi je suis là, j'existe. Pas trop non plus. Faut pas le laisser choisir un peu trop. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Aïda pour tous ces conseils et surtout cette analyse, c'est très important. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, parler donc de la délinquance aussi, tout à fait. Et donc un effet aussi qui peut arriver après cette timidité. Voilà, bonne journée à vous. Merci à vous. Et puis bon week-end. Voilà. On continue notre émission. Cette fois-ci, on vous emmène du côté d'Annaba. On va retrouver notre ami Amir Nebbesh et son invité. Il va nous parler de la 3e édition du Festival du cinéma de Méditerranée, bien sûr. On vous laisse tout de suite en compagnie d'Amir. Bonjour Amir. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de Annaba, justement pour le compte de cette 3e édition du Festival du film méditerranéen, organisé depuis 3 ans, bien évidemment, après une longue absence qui a été marquée de 30 années. Donc c'est la renaissance d'un festival et il est avec nous le commissaire, monsieur Saïd Ould Khalifa, qui a accepté notre invitation, l'invitation de la matinale Bonjour d'Algérie. Donc bonjour monsieur Saïd Ould Khalifa. Bonjour à vous et bonjour à tous les spectateurs de Canal Algérie. Et de Bonjour d'Algérie. Et de Bonjour d'Algérie surtout, oui. Donc hier, on a débuté, on a donné le coup d'envoi de ce festival, de cette 3e édition, et ça a été marqué bien évidemment par ce magnifique film de Philippe Van Leu, donc, qui parle de la tragédie syrienne d'une famille, une famille syrienne. Est-ce que vous avez voulu, vous l'avez bien voulu comme ça, un trait d'union d'abord entre la Belgique et l'Algérie par rapport à un long passé cinématographique, et je pense notamment à celui de la Révolution nationale, et puis bien évidemment de s'inscrire dans ce cinéma humanitaire? Oui, bien sûr, rien n'est innocent, comme vous le dites si bien. La Belgique a été un compagnon de route pendant notre guerre de libération. Et puis la Belgique a fait partie des pays qui ont formé aussi des cinéastes algériens. Je pense à Belkacem Hajjaj, à Brahim Tsaki, à Cherdi Kharoubi qui est parmi nous. Pour ce qui est maintenant de la soirée d'hier, oui, il fallait rendre hommage à ces intellectuels belges qui ont le souci de l'équité et du droit des peuples non seulement à disposer d'eux-mêmes, à vivre libre en paix. Le film Une famille syrienne montre la tragédie que vivent nos frères syriens dans ce huis clos. Et ce film magnifiquement porté par une palestino-algérienne, Hiam Abbas, dont les enfants sont algériens d'ailleurs. Donc pour nous c'était vraiment l'occasion, et comme la Belgique est le pays invité, c'était une belle opportunité, quoi. Alors, on parle de la Belgique, mais on parle aussi d'un hommage qui va être rendu au cinéma tunisien à travers le Bey, qui a travaillé avec, bien sûr, Mohamed Zinet, qui a travaillé énormément avec l'Algérie. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce cinéma maghrébin, essentiel dans la région, d'abord, pour qu'il y ait des échanges beaucoup plus faciles que ceux de l'étranger, parce qu'on a la proximité, on a la possibilité de projeter dans les 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc par exemple, la Libye, pourquoi pas? Oui, et là, la transition est facile parce que tout comme la Belgique a été à nos côtés pendant la guerre de libération, le cinéma algérien est né à nos frontières, c'est-à-dire du côté Bien, on va retrouver Amir dans un moment. En tout cas, j'espère que ça va se rétablir. En tout cas, on a eu Amir Nebbesh en direct depuis Annaba pour parler de cette 3e édition du Festival du cinéma méditerranéen avec son invité, monsieur Ould Khalifa, qui lui aussi est très impliqué dans le domaine du cinéma et du 7e art. Eh bien, nous allons tout de suite parler d'hygiène bucco-dentaire. Nous célébrions donc la journée mondiale, c'était le 20. Nous allons en parler avec notre spécialiste, elle est donc médecin, chirurgienne dans un moment. Je crois qu'on va continuer le sujet avec Amir et surtout on va lui redonner la parole. On y va? Amir, c'est à vous. Et le fait de ramener un enfant de cette génération, il avait 10 ans à l'indépendance de l'Algérie, Reda Bey, c'était pour nous une façon de remercier
sans aucune complaisance, parce que Rida Bey fait partie des meilleurs cinéastes tunisiens. Il vient avec ses plus beaux films. De remercier les Tunisiens et aussi de rendre hommage à ce cinéma qui maintenant est un des plus intéressants dans le monde arabe. Ouais. Alors, quand on a M. Saïd Ould Khalifa avec nous, on ne peut pas lui poser cette question sur la particularité de ce festival par rapport à la participation de certains films, de nouveaux films, et notamment les films algériens. Parlez-nous un petit peu de la participation algérienne et des films que vous sentez intéressants, que vous avez jugé utile de les porter ici sur Annaba. Je vais essayer de ne pas être influencé, ça c'est sûr, de ne pas être trop... oublier l'objectivité qui doit être la mienne en tant que responsable de ce festival. Mais là, en tant que cinéphile et critique, je dirais que le fait d'avoir en compétition un film de Yasmine Chouir et un film de Karim Moussaoui montre qu'on est en train on participe à la découverte d'un cinéma que j'appellerais moi un cinéma un cinéma normal. C'est-à-dire que le spectateur vient voir un film et rêver et passer un moment avec une proposition faite par une génération qui est... Je l'appelais la jeune génération il y a quelques temps, il y a que 2 ou 3 ans, mais qui est en train d'être bousculée, parce que je vous assure que dans les découvertes en documentaire, en court-métrage, nous allons vers de belles surprises dans les 2-3 années à venir. Donc le festival participe à la découverte de ces talents. Parfaitement. Particularité aussi, il y a le film pour enfants, d'abord, qu'on a constaté à travers votre programme affiché. Et puis, les films, les projections au niveau des prisons. Parlez-nous un petit peu de cette initiative qui a été encouragée aussi par un ami à vous, M. Mourad Chouihid, du CNCA. Ah oui, je crois que moi c'est une idée, parce que c'est une grande frustration. À l'étranger, les films que je réalise, tout comme les pièces de théâtre, passent dans les prisons et je rencontre un public étonnant, enfin un public de citoyens aussi qui sont en train de payer leur peine, d'accomplir leur peine, mais en même temps qui ont droit à cette citoyenneté à travers la culture. Donc, entrer dans les prisons avec des films, c'est la meilleure façon de participer à la réinsertion de ces citoyens détenus, tout comme... Et donc, M. Mourad Chouihid, avec le Centre national du cinéma, a tout de suite dit oui, non seulement j'ai les films, mais j'ai aussi toute la logistique. Et donc, on est comblé. C'est vraiment la partie, j'allais dire, la plus facile, parce que le CNCA est avec nous. Tout comme le CADC qui couronne le prix du meilleur documentaire, et le prix sera envoyé à Cannes, le meilleur court-métrage sera envoyé à Cannes dans la section Short Corner. C'est beau. C'est beau. On va terminer rapidement avec le programme d'aujourd'hui, c'est la Tunisie avec le film d'El Bahi, c'est ça? C'est la Tunisie. On a 2 films. Pardonnez-moi, c'est l'émotion qui reprend le dessus. On rend hommage à Taïb Louhichi, le découvreur de Safi Boutella dans Leïla ma raison, qui est parti il y a 1 mois. Et donc il y aura La rumeur de l'eau, il y aura aussi tout le cycle autour de Rida Bey avec son dernier film Fleur d'Alep avec Hind Sabri, et beaucoup de belles images. Merci beaucoup, M. Saïd Ould Khalifa. Donc voilà, nous rendons l'antenne à nos amis du Bonjour d'Algérie. On vous donne rendez-vous, bien sûr, avec plus d'informations, je pense, dans les éditions de l'information, le 19h, le midi. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, demain. Au revoir. Merci beaucoup, Amir. Merci aussi à M. Ould Khalifa pour toutes ces informations. Et puis, bonne chance pour cette édition du Festival du film méditerranéen. On sera bien sûr à l'écoute des prochains reportages que vous nous réaliserez, Amir. Et puis, on vous retrouvera pour une autre émission, Inch'Allah. Voilà, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hygiène bucco-dentaire avec notre invitée, Madame Karima Rahali, médecin dentiste en chef, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et vous êtes venu pas seul aujourd'hui, vous êtes venu avec un témoin. Tout à fait. Une patiente, Mounia Tawata, c'est ça? Oui. Bienvenue. Merci. Vous êtes étudiante en chimie, c'est ça? Exactement. Et pour vous, la dentition, c'est très important? Bien sûr. Voilà. Ça a commencé très jeune pour vous d'être soucieuse de votre dentition? À partir de l'âge de 12 ans. D'accord, très bien. Et ça continue aujourd'hui encore plus qu'avant? Plus qu'avant et ça va continuer encore. Voilà, on va parler un petit peu de notre préoccupation au quotidien. La santé, ça passe partout et bien sûr par notre dentition parce que quand on a des dents malades, on peut être malade aussi à travers bien sûr tout le corps. Alors vous, depuis longtemps, on a l'habitude de vous recevoir, l'habitude de faire des campagnes avec vous. Vous allez au niveau des écoles, vous êtes toujours là pour faire des portes ouvertes et des sensibilisations au niveau donc de chez les bambins, chez les bambins, les enfants. Cette fois-ci, changement politique. Voilà, exactement, c'est le mot. Voilà, j'ai essayé de, comme chaque année, d'organiser. Je remercie la chaîne télévision Canal Algérie qui est vraiment très fidèle à son rendez-vous. Donc, comme j'ai vu qu'au niveau des bambins, comme vous dites, ça a été vraiment, le message a été vraiment reçu. Ils arrivent même à motiver leurs parents. Donc, j'ai essayé d'orienter mon discours cette fois-ci vers les adultes et spécialement vers les adultes atteints de maladies chroniques, comme le diabétique, les infections respiratoires, le cardiopathe et surtout la femme enceinte. Voilà, c'est très important. On a tendance à négliger quelquefois, on n'a pas le temps, on n'a pas le rendez-vous chez le dentiste. Voilà, on le rate. Il ne faut pas laisser, malheureusement, souvent les personnes vont quand il y a une urgence. Tout à fait, c'est Et exactement après délaissent quand bien sûr tout va bien. Voilà. Et là, le pronostic sera très difficile. Donc, de préférence, prévoir avant de guérir. Voilà. Alors, les maladies chroniques, c'est vrai que c'est très handicapant aussi pour certaines personnes. Quelquefois, il faut aller prendre rendez-vous, mais expliquer à son dentiste, chirurgien dentiste, que vous avez par exemple une cardiopathie, que vous avez un problème donc, de diabète. Et comment gérer tout cela avec vous, par exemple? Voilà. Le diabétique... s'il est mal contrôlé, il est non équilibré, il serait vraiment susceptible de souffrir. Donc, dès qu'on reçoit un malade diabétique, on essaie le maximum de le motiver et de lui dire c'est en relation avec votre maladie. Votre maladie est en relation avec votre gencive. Donc, certains, c'est vrai que répondent positivement parce que sinon, il aura toujours son diabète qui est élevé. Parce que le problème, justement, du diabétique, c'est que ça ne cicatrise pas. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, ça peut après créer d'autres infections. Voilà. Et c'est pareil pour l'affection respiratoire. Par exemple, si les bactéries se posent sur les dents, donc automatiquement, soit s'il est en bonne santé, il va lui créer, ces bactéries-là vont créer une infection respiratoire ou aggraver l'affection qu'il a déjà. Exactement. Et pareil pour le cardiopathe, qui, par exemple, plusieurs caries, pendant notre enfance, ça peut donner une porte d'entrée des bactéries au niveau du corps. Si on fait surtout beaucoup d'angines, et là, on va avoir du rhumatisme articulaire aigu, NRAA. Et c'est très mauvais. Et même pour l'extraction, ça va compliquer les choses. Quand il va se présenter pour une extraction, il faut une préparation antibiotique. Donc on doit avoir d'abord l'avis du médecin cardiologue. Voilà. Et après, entamer l'extraction. Les hémophiles aussi. Tout à fait, l'hémophile pour le saignement. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les gens... Sensibiliser au maximum les gens pour leur dire que c'est un miroir avant tout et surtout que la santé de la bouche, de notre bouche, c'est comme le slogan de la journée du 20 mars 2018, c'est A, pensée bouche, pensée santé. C'est ça. Si on a une bonne bouche, une gencive saine et tout ça se repose sur notre santé. On aura une santé... il y a plein de problèmes liés bien sûr à notre dentition, à la gencive, à l'orthodontie aussi. Tout à fait. L'agencement bien sûr des dents au niveau donc, de la mâchoire. Voilà. Il faut travailler sur cela très tôt d'ailleurs quand il y a des malformations. Et c'est tout un effort qui est fait par les chirurgiens dentistes et les spécialistes aussi. Absolument. Depuis l'âge de 2 ans, en principe, on commence à entretenir, et même en étant bébé. Je l'ai expliqué la dernière fois, il faudrait essayer de nettoyer la gencive juste après le biberon avec une compresse humide avant de dormir, parce qu'on a tendance de prendre le lait avant de dormir, et là, ça va provoquer... C'est pour ça que des fois, on reçoit des parents qui nous disent « Je ne comprends pas, notre enfant, il vient d'avoir ses dents, ils sont cariés. Ils ne savent pas qu'ils ont donné le lait... » Il y a un problème héréditaire, aussi. Voilà, donc c'est ça, on appelle ça la carie du biberon. Voilà. Je reviens toujours à la femme enceinte.
qui reçoit aussi beaucoup de complications. Elle ne sait pas pourquoi. Et pourtant, elle a eu ces problèmes avant de tomber enceinte. Alors, au lieu d'arranger tout ça et d'aller voir son dentiste avant de tomber enceinte, elle laisse, et là, ce sera les complications. Comme on dit, il y aura un changement hormonal. C'est tout à fait normal pendant la grossesse. Donc, du coup, elle va avoir des conséquences sur ça. Parce que saignement, gonflement. Et à partir de là, elle peut avoir un accouchement prématuré ou la naissance d'un bébé à petit poids. Et c'est pas évident. Il faut faire très attention. Donc, les conseils, vous insistez sur ces maladies chroniques et surtout la femme enceinte. Alors, vous n'avez toujours pas trouvé, vous les chirurgiens dentistes, un remède contre la peur du dentiste. Et c'est surtout, les gens ont peur, c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas chez le dentiste aujourd'hui. Voilà, maintenant, les chercheurs, justement, ils ont essayé de proposer des dentistes hypnothérapeutes. C'est l'hypnose. Parce que presque à 90% des patients, c'est la peur et le stress. Et c'est à partir de là qu'ils ne vont pas voir le dentiste. Ils ont peur de la roulette, ils ont peur de la turbine, ils ont peur de... Il y en a qui sont vraiment traumatisés. La phobie du dentiste. Et pourtant, ils souffrent. Voilà, la phobie du dentiste. C'est pas votre cas? Ça va. Non, pas du tout. Vous allez chez le dentiste comme ça, sur un coup de tête, depuis que j'étais petite, rassurée. Exactement. Depuis que j'étais petite, j'avais toujours envie d'avoir de belles dents et un beau sourire, je sais pas. Et donc, vous avez été consultée chez Madame Rarbo. Et c'est elle qui m'a vraiment orientée et conseillée parce que j'avais un problème de mâchoire, en ayant une petite mâchoire et l'apparition des dents de sagesse. Du coup, j'avais vraiment un problème, disons que je me suis retrouvée en train de penser, est-ce que je vais enlever des prémolaires ou bien faire autre chose? Donc c'est elle qui m'a conseillé donc d'enlever finalement ces prémolaires exactement et faire donc un appareil dentaire. D'accord. Et aujourd'hui, tout va bien? Ça continue, les soins continuent, bien sûr. Et bien entendu, c'est les conseils que vous donnez autour de vous aujourd'hui, d'aller voir son dentiste régulièrement? Exactement, oui. Et je voulais juste préciser sur un petit point. Donc, concernant les fumeurs, surtout les jeunes, donc il faut dire que des fois, on trouve que les fumeurs, ils disent que moi, j'ai pas de problème de dents, j'ai pas de caries et tout. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que les fumeurs, donc, ils ont peu de caries, car donc, le tabac, il tue les bactéries aérobies. Ces bactéries aérobies, ils provoquent donc un problème de caries. Par contre, ils auront un autre problème qui est un problème de gencive, qui est provoqué donc par les bactéries anaérobies. Voilà. Donc c'est pour cela que... je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de caries. Les fumeurs n'avaient pas de caries. Ils ont autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont un jaunissement apparent donc, de la dentition, de l'émail, bien sûr, et l'affaiblissement de l'émail. Alors, on va voir ensemble le reportage, puisque notre journaliste Nour Houda s'est déplacé chez vous, a vu un petit peu comment est-ce que vous travaillez sur cette journée, et surtout comment vous avez travaillé sur la sensibilisation donc, des personnes. Regardez. Considérée comme une porte d'entrée des microbes, la dent, si elle ne dispose pas d'une hygiène particulière, plusieurs maladies peuvent surgir. Et cette année, j'ai souhaité orienter mon discours vers les adultes en général et les adultes atteints de maladies chroniques et la femme enceinte. Qui pose un grand problème chez tout le monde. Là, maintenant, le diabétique, les affections respiratoires, le cardiovasculaire et bien sûr la femme enceinte, comme je viens de le dire. La femme enceinte est un cas aussi particulier à prendre en charge, vu qu'elle soit confrontée plus aux problèmes dentaires qui peuvent avoir de mauvaises conséquences. Pendant la grossesse, elle est atteinte sa gencive, elle sera vraiment exposée parce qu'elle reçoit un changement hormonal. Donc, du coup, elle peut avoir une gingivite, un gonflement de la gencive, saignement, ce qui s'ensuit. Et si on arrive à la traiter avant qu'elle tombe enceinte, on peut, on peut arrêter ça, toutes ces conséquences. Et parce que les conséquences, c'est l'accouchement prématuré, et avoir un bébé de petit poids. C'est ce qui va poser comme problème. Donc, du coup, elle peut très bien éviter ça en ayant une bonne hygiène bucco-dentaire. Raison pour lesquelles les dentistes appellent les individus à une hygiène buccale régulière afin d'éviter certaines pathologies. Et la campagne de sensibilisation commence déjà avec les enfants. La prise en charge, bien sûr, avant tout, on essaie de motiver
d'orienter et de les sensibiliser depuis comment dirais-je, le primaire, les enfants. Donc une fois à l'âge adulte, en principe, ils retiennent ça et essayent d'aller voir le dentiste au moins une fois tous les 6 mois, 2 fois par an. Comme ça, le traitement ne sera pas lourd. La prise de conscience quant à une hygiène buccale dès l'âge précoce se ressent déjà chez certains parents. Les enfants viennent périodiquement se faire consulter et prendre en charge très vite certains bobos liés à leurs dents. Pour les soins, c'est une habitude. De toute façon, depuis 6 ans, je le ramène plusieurs fois pour les soins à les dents. J'ai remarqué, surtout avec l'hygiène de vie, fait trop sucrerie. J'ai remarqué qu'il y a trop d'écariens au niveau des dents. Et ce qui nous a encouragé, c'est la médecine, c'est médecine d'école. C'est ça. C'est ça. Elle est en train de suivre depuis 6 ans. Elle suit chez cette médecin. L'hygiène buccale est donc nécessaire afin de prévenir certaines complications liées à d'autres maladies qui pénètrent le corps par la dent. Voilà, de retour sur le plateau, bien, on a vu un petit peu comment travailler notre dentiste ici présente sur le plateau. Et puis on parlait justement comment éviter la peur d'aller chez le dentiste. Alors vous me disiez que vous, par exemple, très jeune, vous partiez chez le dentiste et vous reveniez avec des dents. Avec des dents dans la main, parfois 2 dents. Une dent non, ou parfois 2 dents. Sans avoir peur. Ma mère, elle me disait, mais comment tu as pu faire ça? Très bien, c'est un travail psychologique justement qui est très important à faire avec les enfants. Voilà, bon, tout d'abord, c'est-à-dire il faudrait savoir comment se comporter d'abord avec l'enfant. Parce qu'on a tendance, dès le petit, dès qu'il est là, il commence à comprendre, la maman, le papa lui dit, bon, je t'emmène chez le médecin, te faire une piqûre. C'est très mauvais. Donc là, d'emblée, il va avoir peur et du dentiste et du médecin pour la piqûre. Donc dès qu'il rentre, il faut trouver quand même une certaine atmosphère pour pouvoir pousser l'enfant à accepter déjà la consultation, puis passer à l'acte. Voilà, donc moi, j'ai jamais eu de problème avec les enfants du moment que j'arrive à quand même à communiquer psychologiquement. Et s'il a peur ce jour-là, je le laisse tranquille et je lui redonne un autre rendez-vous. À partir de là, je vous le cache pas que maintenant, l'enfant, quand il vient, même si je me déplace et je change, comme j'ai été mutée là dans une autre polyclinique, je change d'endroit, ils me suivent. Pour le sourire, pour la communication. Plus serein. Tout à fait. Ils demandent rassurés. Voilà, ils sont rassurés. Pour l'adulte, c'est vrai qu'il a plus peur que l'enfant. Des fois, on reçoit des malades qui suent. Franchement, sur le fauteuil, là, on ne peut pas travailler parce que sinon on va avoir une hypoglycémie ou autre chose. Là, comment faire? Donc, on a, comme je vous ai dit, les chercheurs ont créé l'hypnose. Voilà. C'est formidable. Donc là, bien qu'aujourd'hui, la chirurgie a fait d'énormes progrès en matière de chirurgie dentaire. Il y a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Beaucoup. Donc, nos spécialistes ont créé ça, ont proposé ça et ça marche très, très bien. C'est, bon, pas chez nous encore, c'est par rapport aux gens stresseux, anxieux et surtout pour les gens qui présentent des allergies médicamenteuses. Par exemple. Oui, c'est un exemple vraiment très allergie à l'anesthésie, par exemple. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire? La douleur sera là, Oui, donc on va essayer de l'hypnotiser en le mettant à l'aise, on va essayer de l'endormir en parlant avec lui, le détendre et il part sans qu'on fait notre soin avec à l'aise, bien sûr pas comme il est toujours conscient. Mais il entend les bruits de la turbine, mais il a pas mal. Il ressent rien. Il ressent rien. Et c'est une bonne méthode. Donc j'aimerais bien que tout le monde essaye c'est-à-dire d'appliquer cette hypnose. Oui, tout à fait. Non, il applique dans certains hôpitaux ici en Algérie. D'accord. Il y a pour gérer la douleur. Oui, il y a un anesthésiste, un technicien supérieur qui a fait une formation dans ça, Monsieur Kerkar. Donc c'est lui qui m'a un petit peu informé sur ça. Donc il le fait même pour des professionnels
qui sont vraiment anxieux et ils ont passé leur intervention le plus normalement possible sans rien sentir. Mieux que l'anesthésie générale, c'est toujours chimique. Voilà. C'est toujours chimique et ça a des désagréments après. Tout à fait. Bien sûr. Donc, alors, c'est des conseils que vous donnez surtout aux grands et aux adultes. Voilà, aux adultes. Et travailler sur peut-être les pathologies les plus récurrentes aujourd'hui qu'on retrouve. Par exemple, le gène, facteur génétique aussi est très important. Oui. Quand vous avez dans la famille une mauvaise dentition, ça va se répercuter sur la généalogie, bien sûr, de la personne. Et donc, comment faire pour prévenir et surtout éviter les pertes de dents, surtout rapides et précoces, quelquefois. C'est ça. Donc, motiver au maximum, multiplier les séjournées de sensibilisation pour essayer de trouver, de s'arranger pour trouver des méthodes pour le convaincre. Là, dès qu'il voit que vous n'êtes pas en train d'inventer ou de dire quoi, soit dès la première séance, il vous fera confiance et il n'y a pas de souci. Donc, il sera là et vous aurez une bonne motivation, un bon suivi, une bonne prévention. Et d'ailleurs, le patient lui-même, il va s'étonner, il va dire comment ça, mes parents ont eu ça, mais pas moi. Et dès le plus jeune âge, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai eu des enfants justement qui, eux, demandent à leurs parents de les emmener chez le dentiste. Et c'est merveilleux. C'est une victoire, ça. Oh, absolument. Une fille de l'école Azhar qui s'était déplacée l'an dernier avec ses parents, elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, non, on va chez la dentiste, elle est passée à l'école. Et voilà. Il faut absolument avoir des dents saines, propres, il faut se brosser les dents, combien de fois par jour, de quelle façon, c'est très important. Choisir la brosse à dents, sa brosse à dents. Comment choisir sa brosse à dents, justement? Voilà, donc il faut choisir une brosse à dents tout d'abord souple, parce que si elle est, comment dire, dure, elle va irriter encore la gencive. Et ce sera le saignement, une irritation de la gencive, donc on va créer un autre problème. Donc arrondir, utiliser la soie dentaire, le fil dentaire. Les gens ne sont pas motivés pour ça. Or que, bon, je parle de la plupart des gens. Manger équilibré, comme le médecin le dit aussi. Pas trop sucre. Pas trop sucré. Pas trop acide. Voilà, pas trop acide. Ah oui, pour les mailles. Et si on oublie, par exemple, si on va chez la mamie, si on oublie notre brosse à dents, on essaie de croquer une pomme. Voilà, ça remplace la brosse à dents. Et certains spécialistes... Le chewing-gum sans sucre? Oui, chewing-gum sans sucre, oui. Et certains aussi spécialistes insistent parce qu'on revient sur la langue. On disait nous-mêmes qu'il faudrait se brosser, nettoyer la langue. Or que maintenant les spécialistes sont revenus sur ça. D'accord. Voilà, et parce que la langue elle-même, elle est nettoyée par la salive à 1 million, 2 millions par jour. Wow. Oui, donc il vaut mieux, c'est une erreur et c'est un danger parce qu'on va faire disparaître les pupilles gustatives. Tout à fait, et faire disparaître les bactéries qui sont bénéfiques pour voilà. Il y a beaucoup de théories et de contre-théories aujourd'hui. Voilà. Il faut suivre de très près. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de multiplier les journées pour informer les gens. Très bien, merci pour ces informations. Je voulais rajouter, pardon Madame Rahali, alors concernant la consommation du Coca-Cola. Donc, pas de pub. Pas de pub. Voilà. Les sodas en général. Voilà. Donc, sans vouloir dénigrer quelconque boisson. Voilà. Donc, je voulais juste dire que les boissons gazeuses contiennent de l'acide phosphorique qui détruit carrément la face dentaire. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment éviter de consommer trop de boissons gazeuses. Faire attention. Ne pas exagérer. On peut prendre de temps en temps, mais occasionnellement. Voilà, les gens le savent. Mais bon, malheureusement, ils continuent et persistent dans leur erreur. Le mariage, les fêtes, les collations. Merci en tout cas d'être venue, Madame Rarbo, donc d'être venue nous parler bien sûr de l'hygiène bucco-dentaire, c'est très important. Bon courage à vous. Merci. Avec les enfants, avec les patients, avec. Le dernier mot, je peux. Oui, allez-y rapidement. Bon, je remercie toujours Canal Algérie pour l'invitation et je remercie aussi mon époux qui est toujours là pour m'aider à organiser cette journée et mes 3 filles. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. À vous. Merci. Bon courage pour vos études surtout. Merci beaucoup. Voilà, et continuez sur cette hygiène bucco-dentaire. Oui. On continue notre émission. Je vous invite à apprécier une belle chanson, un beau duo avec Hossein Lasnami et Abdelkader Chao. On se retrouve juste après. Merci. On peut prendre une photo? Oui, bien sûr. قلبي ما هناني دعيتكم تقولي للجارة
شوفها مرة بعياني تزلي عادي وحاني شوفها طعم لي المرارة شوفها طعم لي المرارة جرتي وانا نبغيها حلفت بكنوزي نشريها وملبويا راهو ليها رزق الاماره يا حبابي قولوا ليها وراه يحضر بين يديها كل ما تطلب بيجيها ماهوش خساره 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 ماهوش خساره يا ربي يا جيراني وراه قلبي ما هناني دعيتكم سكولي في الجارة شوفها مرة بعياني تزولي عادي ومحاني شوفها طعم لي المرارة شوفها طعم لي المرارة جارتي مولاة البيعة الزايدة في شاب ربيعة قميرة نور الميعة والزين منارة عالية في الشاد رفيعة وعاملة القلب وجيعة عامي يضعلني بسويعة بحد المزرارة جارة 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 المزرارة يا ربي يا جيراني وراه قلبي ما هناني دعيتكم تسكولي الجارة شوفها مرة بعياني تزولي عالي ومحاني شوفها طعم لي المرارة شوفها طعم لي المرارة وجرتي وانا نبغيها حلفت بكنوزي نشريها ملبويا راهو ليها رزق الاماره ويا حبابي قولوا ليها وراه يحضر بين يديها وكل ما تطلب بيجيها ماهوش خساره 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 ماهوش خساره يا ربي يا جيراني وراه قلبي ما دعيتكم للجارة شوفها مرة بعياني تزولي عاتي شوفها طعم لي المرارة شوفها طعم لي المرارة Voilà, quelques beaux duos qu'on a pu avoir grâce, bien sûr, à cette émission qui nous donne l'occasion d'avoir et de retrouver des sonorités, surtout de belles voix, bien de chez nous, algériennes. Eh bien, nous allons rendre hommage à quelques voix et surtout une voix en particulier, donc d'un artiste qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Il s'agit donc de Rafiq Shrih, qui donc nous a quittés, lui qui était à la fleur de l'âge et surtout qui a fait une belle carrière musicale. Les artistes ont décidé de lui rendre hommage, ses amis, sa famille aussi ont décidé donc de lui rendre hommage. Ça sera au Palais de la Culture ce soir à partir de 19h. Et pour nous en parler, nous avons un artiste et pas des moindres, et humoriste et aussi organisateur de spectacle aujourd'hui. Il s'agit de Nasreddine Dega. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci à vous aussi. Voilà, on va parler dans un moment donc de notre artiste, de regretté artiste, mais aussi donner l'occasion à Abdelghani Mounir Hadj. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Bah, c'est le mec, vous aussi, vous êtes dans le spectacle, vous êtes dans le conte, vous êtes dans la narration. Ouais. Et vous êtes au niveau donc du musée Bardot. Oui, non. Vous êtes. Bon, vous avez un atelier en fait. Un atelier à Bardot, voilà. C'est lui qui organise les ateliers pédagogiques, une série, voilà.
les contes, ainsi les puzzles, ainsi tous les ateliers, les activités avec les enfants. Voilà, voilà pour les vacances. Pour les vacances du printemps. Et je suis un animateur. Le musée national public des arts et traditions populaires Qsr Khdaoudj Jalamiya. Très beau musée aussi, qui a une histoire. Mes salutations à Madame la directrice et mes salutations à tout le personnel du musée national qui a organisé avec le musée Bardot. Voilà. Bien sûr, ces ateliers. Alors, vous faites donc la rencontre avec les enfants et comment ça se passe? Le message passe rapidement? Oui, passe très rapidement. Voilà, les ateliers pédagogiques, c'est que proposons diverses activités pour enfants auront lieu au musée du Bardot et ce du 19 au 28 mars. Voilà, le musée national public du Bardot avec le musée national Qsr Khdaoudj Jalamiya. Alors, qui organise plusieurs ateliers pédagogiques, voilà, avec les enfants et avec leur famille, bien sûr. Il y a des contes à l'écriture, il y a les ateliers de lecture, il y a les quiz, il y a les ateliers de pédagogie, préhistoire du Bardot, voilà. Il y a les ateliers, la taille des outils sur pierre. Alors les enfants, ils aiment tout ça, ils aiment les ateliers. Il y a plusieurs ateliers, il y a eu des ateliers de modelage, donc de taille de pierre. Et ça permet aussi à l'enfant de se familiariser avec ces métiers, donc des musées, les métiers de conservation dans les musées, des objets anciens qui ont une histoire et que vous racontez si bien, vous les spécialistes des musées. On va voir ensemble un reportage puisque notre journaliste Leïla Ben Aïcha s'est rendue, vous a rencontré sur place et d'ailleurs on va voir ensemble comment s'est déroulé cet après-midi. Regardez. Pour cette période des vacances scolaires du printemps, le Musée national du Bardot, avec la collaboration du Musée national des arts et traditions populaires, propose aux enfants ainsi qu'à leurs parents un riche programme d'animation, d'ateliers pédagogiques liés aux collections et thématiques des deux musées, et ce du 19 au 28 mars. L'accès est gratuit pour tous. C'est un thème qui traite la spécialité du musée, donc tout ce qui est art et tradition populaire, donc un petit peu de l'ethnographie. On fait le coloriage, tout ce qui est sur céramique, le coloriage sur la poterie, et voilà, aussi les contes, j'adore les contes, voilà. حب يسافر هذاك الاسطول باسكو هو كان من البحاره والجنود يعني القائد على بالكم القائد هذا لازم يروح البحريه منذ شهور باش يولي دفاعا عن يعني الحصن تاع القلعه تاع الجزائر. Dans cet atelier de contes populaires, les enfants ont eu le plaisir d'apprécier l'histoire de la princesse Khdaoudj Jalamiya et celle du café et thé ou qahwa ou lalatay, très répandu comme conte oral populaire. اليوم حكى لنا على القهوة واللاتاي وقال لنا على خداوج العمية كيفاش استعمات وكيفاش كان يخاف عليها باباها وكيفاش كان يحبها وجاب لها بزاف لي كادو سما استفدت بزاف منهم. On a parlé aujourd'hui de خداوج العمية قصر خداوج العمية aussi القهوة واللاتاي le café et le thé. C'est qu'ils n'arrêtaient pas de se battre parce qu'ils croyaient qu'un était plus utile que l'autre pour la santé. Le but principal de l'événement étant la sensibilisation maximale des enfants et des adultes sur nos richesses patrimoniales a fait que l'intérêt soit plutôt remarquable. L'objectif principal, c'est une opération de sensibilisation et surtout de toucher. On essaye de toucher le maximum de gens de toutes catégories et notamment les enfants. عجبني الحال ونزيد نولي غدوة إلى حيان. Et sur la question si ces ateliers étaient bénéfiques pour eux, la réponse des enfants était unanime. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir un petit peu ces enfants, comment ils étaient épanouis grâce à vous, grâce aux contes que vous racontez surtout. Et ces histoires, vous m'avez dit, ça a commencé tôt parce que vous étiez toujours dans l'écriture des qsaïd,
répertorier aussi les histoires. Oui, les histoires. Bon, je suis un poète parolier. Les chansons Chabi Tktoka. Voilà, j'adore écrire. Bon, j'ai un CD, voilà, et musique Mohamed Rouane que je salue. Voilà, je passe le bonjour à Monsieur Mohamed Rouane, l'artiste. Voilà, il m'a aidé pour le premier CD. Voilà, j'ai des chansonnettes, في القصيد الشعبي يعني في التكتوكة. Les chansonnettes j'écris. Alors j'ai trouvé que j'adore les contes ainsi que la vocale, voilà, le bokala et الألغاز الشعبية. C'est très Tout ce beau. qui est patrimoine immatériel. Voilà. Athéna, on nous demande Bokala Chabia ou bien plutôt Al-Raz Chabia, c'est beau Al-Raz Chabia, c'est les énigmes populaires. Oui, les énigmes. Bon, يقول لك مزود صوف ويبات يشوف. Voilà, ça veut dire un chien, voilà. Voilà, ça c'est Al-Raz. qui bat في soirée, voilà, يبات ساري ويمشي في soirée. يسمى سي النمل, voilà. C'est الألغاز الشعبية تاع لا كاسبات. Vous en connaissez? نعرف جبت الغطي يونسني يبرق لي في عينيه. Cheikh Nasser El-Din, Allah يبارك, Allah يبارك. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr, de l'avoir parmi nous. Ça faisait longtemps. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance et j'espère qu'on aura bientôt un ouvrage pour répertorier et rassembler toutes ces énigmes, pourquoi pas populaires. Populaires, Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, نجمعهم كامل dans un livre. Et il faut dire que vous êtes en ce moment au musée Bardot, et musée des arts populaires, bien sûr, et traditions populaires. On va continuer à parler, en tout cas spectacle, et surtout rendez-vous, le rendez-vous de ce soir, 19h. Vous rendez hommage à un artiste, un ami d'abord, avant tout, c'est cela? Oui, c'est un grand ami. J'ai travaillé avec lui beaucoup. On a fait des tournées ensemble. C'est Rafiq, Allah yarhamou. C'était le tout sur scène. Oui. L'âme, le sourire, l'élégance, la gentillesse. C'est une perte pour nous. Oui, c'est une perte pour l'Algérie parce qu'il avait encore beaucoup de choses à montrer, aussi dans le spectacle, à faire. Quand il a commencé à jouer sa musique, c'était le bonjo, c'était avec le marhoum Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. Après, il est parti avec Aziz Raïs. Du bonjo, il a sauté au clavier, et c'est très très difficile, il faut beaucoup de temps pour apprendre le clavier. Mais lui, il a fait ça avec un temps très très record. Un autodidacte? Non. Non, il a fait l'école. Non, il a fait le conservatoire. Il a fait le conservatoire. Il a fait les scouts. Il était dans le partage aussi. C'était le bonhomme. C'était un homme complet. C'était un homme complet, Allah yarhamou. Et ça fait 6 ans qu'on l'a mis sous terre. On le voit. Ça fait 6 ans qu'on l'a mis sous terre et personne n'a pensé. L'année passée, j'ai croisé sa femme au marché Messonnier, donc elle m'a parlé d'un hommage. Elle m'a pas demandé directement, mais je voyais qu'elle aurait aimé, voilà, elle voulait. Qu'on parle, et cet hommage, elle ne demande pas d'argent, elle ne demande rien du tout, elle demande que la reconnaissance pour. C'est ça. Donc moi, j'ai pris l'idée. Pour l'artiste d'abord. Pour l'artiste. Et j'ai fait appel à Abdelkader Ben Damesh, qui nous a beaucoup aidés. Lui, avec le Palais de la Culture, qui nous a donné la salle. Directeur des Arts et des Lettres, oui. Oh oui, ils nous ont donné la salle. Donc j'ai fait appel à pas mal d'artistes qui ont répondu présents. On a fait un petit reportage qu'on va diffuser dans la salle tout à l'heure. Lors de la soirée, oui. Et on est là pour aider nos collègues qui sont partis, Allah yarhamhum. Alors, quand on est comme ça musicien, il a bien sûr accompagné Aziz Raïs, il a accompagné d'autres artistes aussi, vous disiez, c'est un artiste qui a pu faire ses preuves en tant qu'artiste lui-même ou qui restait toujours accompagner les autres musiciens, les autres artistes? D'après les informations que j'ai, quand il était très très jeune, il a enregistré une cassette chez Studio Menouar, la rue Bourdeau. D'ailleurs, il fait partie d'une famille d'artistes. Son oncle, c'est Abdelrazak Bougataya. Ah, eh bien oui. Donc, il fait partie des
La descendance d'une famille artistique. Artiste, bien sûr. Sa maman, Allah yadkura ala khir, Allah yatawal fi amaraha, c'est une moujahida de la première heure. Donc c'est une famille révolutionnaire et en même temps artiste. C'est le bonhomme qui a tout fait pour être artiste, mais il voulait avancer, il voulait persévérer, il voulait aller de l'avant. Et malheureusement, la mort l'a fauché. La fauché, à la fleur de l'âge, il était jeune aussi pour quitter ce monde, alors qu'il avait encore beaucoup de choses à concrétiser dans le domaine musical, à travers son amitié aussi, et surtout les différents artistes qu'il a pu côtoyer. Moi, le parcours que j'ai fait avec lui, je n'ai jamais vu un jour Rafiq énervé, en colère, méchant de vulgaire, de vocabulaire. Il était toujours souriant, toujours accueillant, il essaie d'arranger entre les gens. Même s'il y a un chanteur qui fait des fausses notes, qui tombe sur les notes, il est là pour l'aider. C'était quelqu'un de... On dirait que subhanallah, c'est le bon Dieu qui vous l'envoie. Il vous sauve. Allah yarhamou. En tout cas, beaucoup d'artistes ont répondu présent pour cet hommage. Alors comment va se dérouler la soirée? Vous allez diffuser un film concernant sa vie? On va diffuser une biographie de témoignages d'artistes qui a été réalisée par Abdelkader Ben Damesh. Il a récolté toutes les informations de son jeune âge jusqu'à sa mort. D'ailleurs, c'est son ami. Hein. Il a connu Rafiq. Il porte bien son nom. C'est un vrai Rafiq. Et une biographie qu'il va y avoir Chao, Nordin Allan, sa femme, sa sœur, qui est peintre. Oui, artiste peintre, exactement. Et il y aura son ami d'enfance, Wali. On a ramené les gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont très très rapproché de près. Donc, est-ce qu'il y aura donc un récital qui portera de ses compositions? Est-ce que... Je ne crois pas qu'il a fait de composition, mais quand il était là, c'était l'orchestre complet. Quand il jouait, on se sentait à l'aise. Moi, j'imite Dahmal Harachi. Vous avez fait beaucoup d'imitations, exactement. Oui. Quand je chantais Gharroubik el-Adian, c'est pas la peine de lui donner le ton ou la note. Il rentre directement. Et il fallait qu'il soit là pour que vous soyez à l'aise aussi. Je suis très très à l'aise. J'étais très à l'aise avec lui. En tout cas, un bel hommage que vont lui rendre ce soir les artistes, vous-même, à leur tête bien sûr pour cet hommage. Vous qui êtes dans l'organisation de spectacles, ça va continuer. Vous allez remonter sur scène pour faire d'autres imitations. Je n'ai jamais abandonné la scène. L'humour. Je fais toujours la scène. Des apparitions cinéma aussi? Cinéma, non. Cinéma, c'est pas mon genre. Donc l'imitation, les blagues, l'imitation. C'est votre frère, le cinéma. Frère, oui, Aziz. Que je salue. Et il y a aussi, là je suis maintenant promoteur, j'ai une société qui travaille, qui fait la production artistique dans les mairies, les wilayas, les centres culturels. Donc on sera appelé en tout cas à se revoir assez souvent pour des spectacles. On rappelle encore l'événement, voilà l'affiche, on a une belle photo donc, de Rafiq Cherih, en tout cas Allah yarhamou, et puis un bel hommage qui lui sera rendu ce soir au Palais de la Culture. Allez-y, bien sûr dans les places disponibles, j'espère que ça va suffire, qu'il n'y aura pas trop de monde non plus. Alors à l'occasion, là je vais vous inviter officiellement pour cette soirée. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à vous et puis bravo pour cet hommage et que vous allez rendre à cet artiste tant aimé par ses musiciens, par sa famille, par tous ceux qui l'ont connu en tout cas. Merci à vous et à Canal Algérie qui nous ont donné l'occasion pour parler de cet événement. Merci beaucoup Monsieur Nasreddine Dega. On aura l'occasion, j'espère, de vous recevoir pour d'autres festivités et occasions. Et à vous, merci beaucoup Abdelghani Mounir Hadj. Vous êtes donc animateur aussi et artiste. Charbi. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir ce livre enfin fait
Inch'Allah. où vous rassemblerez toutes les belles histoires, Bouqalet. Merci beaucoup, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Bonne chance. Merci beaucoup. Un rendez-vous encore, donné des rendez-vous que vous avez au Bardo, de quelle heure à quelle la heure? semaine prochaine, voilà, le lundi et le mardi. Bon, j'ai des coloriages, voilà, le puzzle, atelier de puzzle, atelier de coloriage, ainsi les quiz, voilà. Mardi, soyez les bienvenus à tous les enfants. Toujours les après-midi, à partir de toujours à partir de 13h30, voilà, jusqu'à 16h. Parfait. Soyez les bienvenus à tous les enfants avec leur famille. Voilà, c'est les vacances, il faut en profiter. Les vacances, ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et bonne chance pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui jusqu'à 9h30, bien sûr. Bonne journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Mahrez Rabia ici à cette même place à partir de 9h du matin. Au revoir, à la semaine prochaine.